Bonjour et bienvenue sur ce point marché Daily FX, Nicolas Lavallée au micro et nous allons donc faire le tour donc des différents actifs de la plateforme FXCM, principalement les majors du Forex. Nous allons voir quelques matières premières, le cuivre, le gaz, le pétrole, les métaux précieux pardon, que sont l'or et l'argent, et nous verrons évidemment les indices, notamment le SP500 et le DAX. Alors, petit panneau d'avertissement en introduction, la négociation sur marge sur le marché des devises ou via les produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Vous devez donc être conscient des risques associés au marché d'échange et aux produits CFD et consulter un conseiller financier indépendant si vous avez quelques doutes que ce soit. Toute opinion, information de marché, note de recherche, analyse, prix et autres notifications ont pour seul et unique but de commenter l'évolution du marché d'échange et ne constitue donc en aucun cas un conseil en investissement. FXM ne pourra en aucun cas être tenu responsable de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Tout ça pour vous dire que le marché d'échange et CFD, c'est quand même un marché qui n'est pas à la portée de tout le monde, qui nécessite quand même une expérience aguerrie, et c'est la raison pour laquelle FXCM vous met à disposition une plateforme en mode démo, illimitée dans le temps, que vous pouvez utiliser sans modération, le temps de vous aguerrir, de prendre l'expérience, de tester vos stratégies, de finalement euh, performer votre expérience dans le temps, afin de gagner capital confiance et pouvoir trader ensuite en réel sereinement. Mais on ne vous le répétera jamais assez, nous apportons nos analyses à but d'information. Nous ne sommes pas là pour vous faire trader, nous sommes là pour vous informer sur notre façon, nous, de voir et décrypter le marché. Nous vous invitons fortement à croiser nos analyses avec les vôtres ou celles des confrères pour que vous puissiez être serein dans vos décisions. Alors, nous allons attaquer, si vous voulez bien, ce webinaire avec le dollar index FXM. Alors, eh bien, le dollar index arrive sur une zone qui me semble intéressante. Donc la zone qui est située de prix entre justement la zone actuelle, donc les 11 850 et les 11 760, donc un range de 100 points. Euh, Pourquoi ça me semble intéressant? Simplement parce que on arrive pour moi sur une zone de support. Voilà. Donc vous voyez, on a des supports qui sont dans le coin, des supports chartistes sur les 11 800 par exemple. Euh, on a une oblique donc haussière qui passe sous les prix, on n'en est plus très loin. Cette oblique haussière vient en fait d'un canal de régression haussier. Vous voyez, donc on a les bornes de notre canal, on voit la ligne médiane qui a fait office de support à un moment donné. Avant de céder, on est arrivé sur la partie basse du canal, on a rebondi donc une fois, et on vient retester finalement le bas du canal. Donc il n'y a pas 36 plans. Euh, j'ai envie de dire, quand on arrive sur la partie basse d'un canal haussier, eh bien le seul plan, j'ai envie de dire logique, est de chercher donc des achats. Alors je pense que c'est un peu trop tôt encore, parce que je pense qu'il y a encore un peu de potentiel court terme à la baisse. Simplement parce que, bon, vous connaissez mon analyse, je pense qu'on a fait une vague 1, on est en train de retracer cette vague 1, donc avec, je l'espère, une nouvelle vague haussière à venir. Euh, Quand je mets une expansion donc sur ces vagues de retracement, on arrive sur le premier seuil, le seuil des 0,618 qui fait support et qui peut parfois aussi signer la fin de cette consolidation. Mais on a plus souvent des vagues A égale vague C, donc je pense qu'on peut aller un peu plus bas. Mais en tout cas, ce qu'il faut surtout retenir, je pense, c'est que on arrive sur une zone, vous voyez, de pullback de cet ancien canal cassé par le bas, par le haut, pardon. On est sur le bas de notre canal haussier, on arrive sur des niveaux clés. Je pense quand même qu'ici, la logique serait de voir, de constater un rebond du dollar. J'ai envie de dire au moins vers la ligne médiane dans un premier temps, donc vers les 12 000, et puis vers le haut de ce canal dans un deuxième temps. Et donc si après mon analyse de moyen terme est la bonne,
donc une vague 3, une vague 4, on n'aurait fait que la 1 de la vague 5, vague 2, donc avec vague 3, vague 4 et vague 5, donc il y aurait encore vraiment du potentiel, j'ai envie de dire, swing sur le dollar. En tout cas, à défaut de le trader, j'ai envie de dire que il est intéressant comme boussole, puisque si le dollar arrive prochainement sur une vague, on va dire sur un socle de support, eh bien il y aura des conséquences sur l'euro USD, l'AUD, sur l'USD Yen et le GBP USD. Alors on va aller regarder ces différents actifs et on va voir que c'est pas si évident que ça. Qui fait qu'en ce moment, je suis pas très à l'aise. euh, je suis pas très à l'aise, les prochaines sessions, les prochaines journées devraient être décisives et on devrait donc, je pense, hein, je l'espère, avoir une levée de certaines ambiguïtés. Alors, on va regarder ensemble l'euro USD. Alors, l'euro USD, euh, alors je suis un peu embêté avec l'euro USD parce que euh, on avait notre oblique, hein, donc on avait notre fourchette d'Andrews. Si je la cale précisément, on est comme ceci. Alors on est arrivé au fait au contact de cette oblique, hein, j'ai envie de dire une nouvelle fois. On avait été vendeur une première fois, bon bah ça a permis à l'euro de entre guillemets de se déprécier de 200 pips, mais on a fait un plus haut dans la foulée. Donc euh, on a un euro qui reste pour le moment bien côté fort, hein, jusqu'à preuve du contraire. On est en retour sur cette oblique, on a également cette fourchette d'Andrews, et donc la logique voudrait quand même qu'ici l'euro commence à souffrir un petit peu de ses résistances. Euh, Maintenant, euh, bon, je reste toujours personnellement dans ce scénario en triangle. Euh, Maintenant, j'essaye de comprendre pourquoi en fait le marché euh, fait en fait une tentative de cassure de ses obliques. C'est c'est toujours, bon, c'est un peu tôt pour le dire, hein, mais il faut toujours, il faut toujours regarder un petit peu euh, quand on a des résistances, des obliques croisées comme ça, qui se forment des points d'énergie, hein, Andrews. Quand on a un marché qui commence à les transpercer, c'est quand même un signe, c'est pas un signe anodin. Et donc il faut essayer de comprendre ce qui peut se passer et si finalement euh, le marché serait pas en train d'osciller sur un canal qu'on n'aurait pas bien observé finalement. Et je me demande si finalement ma fourchette d'Andrews initiale, donc pour laquelle j'avais un décompte en A, B, C, qui pour moi s'était terminé ici, donc sur l'approche de cette ligne médiane, pour finalement après casser la fourchette, d'où mon scénario en triangle, eh bien je me demande si finalement le marché n'est pas en train d'osciller sur quelque chose un petit peu comme ça. C'est-à-dire que si on regarde en fait cet angle-ci, donc on a en fait, on détourne un peu le point pivot d'origine, mais pour rechercher finalement l'angle dans lequel oscille le marché, eh bien c'est vrai qu'ici le marché a suivi cette oblique, hein, par le bas, et on peut voir des réactions quand même sur la ligne médiane. Donc du coup ça me rend un peu perplexe parce que on n'est pas à l'abri finalement d'une vague C qui ne serait pas terminée. C'est-à-dire qu'on aurait fait une vague, pardon, on aurait fait une vague A, une vague B et une vague C, pardon, qui pourrait finalement aller chercher encore des plus hauts. Donc je ne valide pas encore ce scénario-là. En tout cas, cette fourchette-là, elle existe, mais elle est quand même subjective, puisque bon, j'utilise quand même les bornes inférieures. Je regarde systématiquement la ligne médiane, hein, c'est très important. Si vous n'avez pas de contact clair qui montre que cette ligne médiane est une droite de régression linéaire, votre fourchette, elle ne vaut rien du tout. Et là, je suis pas serein, mais bon, il y a quand même des contacts qui fait que le marché pourrait aussi bien aller rechercher cette ligne médiane. Donc, j'en suis pas là. Pour le moment, il y a une tentative de casser donc cette oblique. Euh, Tentative de casser également cette oblique qui était ici, hein, qui s'était polarisée pourtant. Vous voyez ici, on a vu un contact là, on l'avait cassé, polarisation. On est revenu tester de nouveau, donc ici on était baissier, et le marché revient à la charge.
Donc, est-ce que je suis bullish sur l'euro? Bah, pas du tout. Mais est-ce que je suis bearish? Bien écoutez, pour le moment, pas non plus. C'est-à-dire que j'aimerais bien, pour reprendre un scénario en triangle, et bien que cette partie-là rejette les cours par le bas et qu'on repasse finalement sous les 1,12 qui ferait donc une résistance à un moment donné sur les cours et qui pourrait malheureusement, enfin malheureusement, après j'ai pas de préférence hein, particulière, hein. On trade ce qu'on voit, on trade pas ce qu'on a envie. En tout cas, cette résistance pourrait se polariser en support. Donc, pour l'instant, je suis, je reste neutre sur l'euro USD. Euh, je passerai baissier si on repasse donc sous les 1,12, clairement, donc sous cette résistance. Et pour le moment, bah, écoutez, il faut respecter ce mouvement. Je pense pas qu'il faille essayer de shorter maintenant, plus maintenant, euh, parce qu'on peut très bien avoir finalement une percée hein, de ces résistances avec une accélération à venir derrière. Donc je préfère rester prudent. En tout cas, euh, bon, en tout cas, voilà, je suis un petit peu embêté sur 7 euros. Tant qu'on n'a pas cassé cette résistance des 1,1430, ma foi, il faut encore privilégier les ventes. Mais on n'est plus loin non plus de cette résistance. On verra donc sur les prochaines sessions qui vont s'annoncer critiques comment l'euro va se comporter. En tout cas, un actif que je mets sous surveillance vraiment rapproché. Alors, je vais regarder maintenant avec vous la livre. La livre, euh, quand on regarde cette structure-là, c'est vrai que ça donne un peu à penser à une structure un peu en double bottom, euh, qui n'est pas forcément placée nulle part, puisque au départ j'avais ce canal de régression, donc avec des réactions hein, sur la partie haute. On a fait un excès, cet excès se retrouve également en bas, donc par symétrie on pourrait avoir un rebond en fait hein, sur le support des 1,30. Je suis pas non plus super serein, c'est quand même pas l'actif que j'ai envie de trader à l'achat, la livre. Mais je reste sur cette idée de trading que je vous avais soumis déjà depuis quelques temps, qui est que si le GBP devait rejoindre la ligne médiane, donc par action-réaction, on pourrait rechercher des ventes donc sous cette résistance des 1,38, 1,39. Alors, on a donc toujours cette possibilité, hein. Si on devait tracer une fourchette dans Druze, donc je vais la retracer en prenant donc les différents points pivots. Vous voyez, cette fourchette pour aller rechercher donc la ligne médiane, propriété Andrews, hein, quand on a des points pivots qui commencent à devenir évidents, on a une probabilité intéressante de voir les cours rejoindre la ligne médiane. Donc ça pourrait être le plan, c'est-à-dire d'attendre que effectivement le marché revienne chercher notre zone de résistance ici, et puis à ce moment-là rechercher activement des shorts pour reviser de nouveau le bas du canal. Donc, euh, donc 1 euro qui, ma foi, pourrait encore être sous résistance et se déprécier sur les prochaines séances. Mais j'ai envie de dire pour le moment wait and see, c'est pas encore l'heure de chercher à vendre l'euro. On l'a vendu une première fois, ça a fonctionné puisque les cours sont dépréciés de 200 points, mais on est reparti, les cours sont repartis faire un plus haut derrière. Donc du coup, on est en mode attente maintenant. C'est difficile d'acheter 7 euros et c'est trop tôt pour le vendre. Donc on va attendre un peu. La livre est potentiellement en train de nous faire un double bottom, mais c'est pareil, c'est beaucoup trop tôt pour le dire puisque la ligne de coup est bien plus haute. Euh, Même si vous avez ici potentiellement une oblique qui passe comme ceci, ça peut vouloir dire aussi que la livre est en train de finalement constituer un triangle. Donc c'est à peu près certain que les 1,33, 20, 33, 40 vont offrir une résistance au regard de cette oblique. Et c'est pour ça que c'est difficile de toute façon d'acheter la livre, puisque on ne sait pas finalement si cet objectif va être atteint. Si on est à peu près sûr que cet objectif allait être atteint avec une bonne probabilité, bon bah ma foi on pourrait y aller avec un stop sur les bas, mais parce qu'on a aussi cette possibilité en triangle, et c'est pas non plus illogique, hein, on est sur la partie basse d'un canal de régression, donc il y a des prises de bénéfices, en même temps la livre sous Brexit reste bearish,
Donc on a des objectifs, on va dire, de beaucoup plus bas, hein, pour la livre. Donc on est face à un mouvement fondamentalement baissier, mais avec un bas de canal de régression qui fait faire prendre des bénéfices à ceux qui avaient donc vendu la livre sur les 1,45. Donc une formation en triangle possible. Et à ce moment-là, bah, pas 36 plans. Si jamais le triangle casse par le haut, eh bien on va attendre que cette consolidation, donc en 3 temps du coup, viendrait chercher notre résistance des 1,38 et là on chercherait à le shorter. Ou alors, eh bien le triangle casse par le bas et à ce moment-là, eh bien c'est une reprise donc de la tendance baissière très marquée qu'a donc connu la livre depuis le référendum. Voilà, donc au final, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la livre a peut-être un potentiel de retracement et l'euro peut-être pas tant que ça. Donc ce qui est intéressant, ce qui serait intéressant à regarder, c'est que nous fait donc la livre face à l'euro. Et donc on va regarder ensemble l'euro GBP. Et l'euro GBP, on est vraiment, bon bah vous voyez, le Brexit, on est vraiment sur des sommets. euh, et je pense qu'il peut retracer maintenant. C'est-à-dire que quand je regarde mon décompte, euh, bon, on voit une vague 1-2, une vague 3, claire, une vague 4, et puis ici on peut voir donc un décompte 1, 2, 3, 4, et donc nous sommes en vague 5. Nous sommes en sous-vague 5 d'une vague 5. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un mouvement de retracement à venir important sur l'euro GBP si ce décompte est exact. D'accord. Donc on a des éléments quand même intéressants techniques qui sont qu'effectivement, on est quand même sur la partie haute d'un canal avec bon, ce décompte Eliotis qui nous dit attention quand même, on est potentiellement en sous-vague 5 de vague 5, donc un retracement qui pourrait les rechercher les 0,78. C'est pas impossible qu'on retrace quand même une bonne partie de ce mouvement-là. Bon, il faut quand même essayer de croiser ça avec d'autres données. Et c'est vrai que quand on regarde les cours, hein, sur un historique un peu plus long, on voit que cette zone-là, c'est une zone de résistance chartiste. Donc je la mets en rouge. Donc c'est une zone, hein, parce qu'on voit très bien qu'ici les prix ont formé des petits ranges, hein, entre les 0,86 donc actuels et les 0,87-88. Donc il y a potentiellement encore un peu de potentiel à la hausse. Je dis pas le contraire, on est haussier jusqu'à preuve du contraire, d'accord. Mais d'un point de vue des comptes, je ne serais pas surpris qu'un retracement survienne à partir du seuil actuel. On est également sur une zone de résistance chartiste et surtout, si vous regardez bien, ce canal, vous voyez, on était sur un beau canal de régression. D'ailleurs, il n'est pas très précis, je peux le remettre précisément. On était donc sur un canal de régression qui avait tapé le haut. On a tapé le bas par action-réaction, on est venu chercher la ligne médiane. Et ma foi, eh bien écoutez, d'ailleurs si j'aligne bien sur le bas, vous voyez, bon, le canal de régression, il faudrait que je me mette en fait en hebdo plus précisément. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'on est arrivé sur sa ligne médiane. Voilà. Donc, il y a ici, en ajustant bien, faites-moi confiance, si on ajuste bien en hebdo, on arrive vraiment pile sur la ligne médiane. Donc, il y a un risque non nul euh, que ceux qui avaient acheté donc ce double bottom prennent vraiment des bénéfices sur ce seuil. Parce que quand le marché arrive sur cette ligne médiane, on voit ici, hein, la polarisation, hein, sur cette ligne médiane, eh bien, il n'y a pas de raison que cette résistance qui a fait à un moment donné support, eh bien, se polarise pas à nouveau pour redonner une résistance. Donc, on est sur une zone de résistance chartiste horizontale, on est en retour sur cette oblique qui peut faire l'objet de prise de bénéfices, j'ai envie de dire, logique. On a un décompte héliotiste qui nous indiquerait une fin de mouvement. Donc, bah, écoutez, je ne serais pas surpris que cet euro face à la livre, maintenant, eh bien, finalement, perde du terrain. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on ferait? Parce que le plan, c'est quand même, j'ai envie de dire, d'essayer d'acheter à bon prix 7 euros face au GBP parce que on a fait un mouvement 5 temps. Et donc, ce mouvement de 5 temps, c'est une belle impulsion haussière, va nécessiter un retracement.
je pense, du moins c'est ce que j'espère, et à ce moment-là, je pense qu'après on repartira haussier. Donc l'idée c'est serait dans cette unité, hein, qui est l'unité journalière, même ici on est même quasiment en unité hebdo, euh, serait donc dans cette unité de temps d'attendre que cette phase de retracement ait lieu pour après se remettre à l'achat donc sur l'euro GBP swing avec des objectifs beaucoup plus importants encore. Donc des objectifs notamment des plus hauts, puisque là on attaquerait donc une vague, j'ai envie de dire, d'amplitude qui a priori serait égale à celle-ci, donc il y aurait vraiment du potentiel. Euh, pour ce faire, eh bien c'est simple, on mettrait des niveaux de retracement Fibo en partant donc du plus bas, et puis vous voyez donc la zone des 50%, hein, qui correspond grosso modo au 0,7871. Vous voyez, si le marché devait coulisser et revenir chercher les 0,78 par exemple ici, on aurait certainement une belle opportunité puisque ce serait un niveau donc de support. Vous voyez ici, hein, comment les cours ont travaillé cette zone. Donc on aurait ici un support chartiste, ce serait un niveau de retracement 50% et ce serait le pullback donc de ce canal baissier qu'a connu donc la livre depuis 2008. D'accord. Donc là, c'est vrai qu'en termes de timing, on aurait des choses intéressantes. Alors bien entendu, on est loin dans le temps, donc l'idée c'est peut-être pas d'attendre jusque-là, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous étiez acheteur swing sur l'euro GBP depuis des seuils inférieurs, eh bien notez quand même qu'on arrive sur une zone de prise de bénéfice logique, swing sur cet actif, et que donc il pourrait être intéressant de regarder ce qui se passe dans des unités sous-jacentes, par exemple le H4 ou en intraday, et voir si des opportunités se montreraient donc dans cette unité de temps. En tout cas, voilà, ce que je voulais surtout vous émettre au travers de cette analyse, c'est qu'on a un risque baissier, je pense, sur cet actif. Un risque pour l'instant, on reste aussi jusqu'à preuve du contraire, mais au regard de tous les éléments que je vous ai donnés, bah, il y a un risque. Voilà. Donc après trader à la baisse l'euro GBP, il faudrait casser la ligne de coup de ce double bottom, de double top, pardon. Vous voyez, par exemple ici un plan, hein, qui pourrait être intéressant, c'est de positionner une fourchette d'Andrews sur ces deux sommets. Donc bien entendu le sommet, le deuxième sommet n'est pas encore confirmé, d'accord. Mais vous voyez ce genre de choses. Vous voyez, si on casse la ligne de coup ici par exemple, que le marché vienne chercher donc pourquoi pas, hein, la ligne médiane comme celle-ci, euh, voire même le bas du canal, hein. S'il vient chercher le bas du canal, alors bien entendu on n'y est pas, hein. Ici il est évident qu'on passerait acheteur pour aller rechercher au moins là, puisqu'on serait en bas de notre canal haussier, hein, d'accord. Donc on serait acheteur pour aller rechercher la ligne médiane. Par contre, si le marché devait ensuite revenir ici, bon bah là vous voyez on commencerait à avoir des points d'énergie baissier, c'est-à-dire une oblique en résistance, 7 l'oblique supérieure de la fourchette d'Andrews, et c'est vrai que bon bah là on serait vendeur. Vous voyez, ça c'est des idées de trading qui pourraient apparaître. Alors après, bien entendu, hein, j'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas vous dire si c'est ce que le marché va faire, mais en tout cas, si c'est ce que fait le marché, là c'est vrai qu'ici je serais tenté pour acheter, avec un objectif de retour ici dans un premier temps, voyez, sous cette résistance, éventuellement un deuxième objectif là, et c'est vrai qu'à partir d'ici on se retrouve sous résistance multiple, je chercherai à le vendre pour aller rechercher mon objectif de moyen terme sur le niveau de retracement que je vous ai donné tout à l'heure. Bon, pour l'instant, c'est de la simulation, on en est très loin. Ce point extrême n'est pas encore validé. Néanmoins, on a des arguments devant nous pour dire qu'il y a un risque. Eh bien, nous verrons bien comment les prochaines sessions vont se passer. Mais en tout cas, voilà, ayez conscience de ce risque. Alors, on peut regarder maintenant l'AUD-USD. Alors, l'AUD-USD, vous voyez, donc on est sous cette, effectivement, cette oblique, hein. C'est Résus qui me posait la question. Résus, hein, que vous pouvez trouver donc sur Twitter, que je vous invite à suivre de très près, puisque Résus euh, émet également des décomptes héliotistes, donc ils ne sont pas toujours les mêmes que les miens, mais j'aime beaucoup sa façon de travailler, donc n'hésitez pas à le suivre, hein. C'était historiquement un membre de l'IFX, très présent également qui était très présent sur le forum de l'IFX, et qui maintenant émet beaucoup de choses sur Twitter, donc n'hésitez pas à le suivre également. Donc on a, vous voyez, on a des obliques ici, hein, qui sont à peu près clairs.
on a un marché qui suit cet angle, d'accord? Ce qu'on appelle le market flow, qui suit cet angle depuis 2013, qui a rebondi donc sur la partie basse, en montrant des interactions sur la ligne médiane. Et on est arrivé donc sur la partie haute, donc ça vous le savez. Euh, je l'ai un peu réajusté parce que bon, ce genre de canal a toujours en fait une marge d'erreur. Euh, on essaye de suivre le market flow au plus près, mais il y a toujours il y a un angle qui peut légèrement varier. Donc, donc c'est jamais très évident, mais au moins ça nous indique une chose, c'est que nous arrivons dans une zone. Nous arrivons dans une zone de résistance. Donc cette zone de résistance qui est matérialisée donc par ces obliques qui passent, que je vous ai décrit, que je viens de vous décrire, eh bien on est dedans. Et si en plus on trace cette fourchette d'Andrews que vous connaissez maintenant depuis longtemps, eh bien on est également en train de longer sa ligne médiane. Donc on arrive dans un nœud un peu compliqué quand même pour l'AUD USD. On est sous différentes obliques qui agissent toutes comme résistance. Donc moi je pensais qu'on serait parti un peu plus bas. D'ailleurs on a eu des réactions ici, on a essayé de le shorter plusieurs fois, j'ai envie de dire avec succès, mais malheureusement le marché nous a montré des plus hauts derrière. Ça n'enlève rien encore à cette analyse de fond. On est toujours sur une zone de résistance, on est sur des niveaux finalement de clés Fibo. Euh, donc c'est une résistance chartiste, ce sont un ensemble d'obliques. Et finalement, le marché maintenant est coincé toujours entre ce faisceau d'obliques et maintenant un support, puisque c'était une résistance qu'on a cassée, voyez, qui agit maintenant comme support, donc le support des 0,7620. Alors, quel plan pour l'AUD USD? Eh bien, ma foi, j'en vois que deux. Euh, je pense, je pense qu'il faudrait casser. Alors, pour être bullish, il faut casser cette résistance qui est ici. Et pour être bearish, il faut repasser en dessous de ce support. Donc on a ici une résistance en rouge, donc le dernier haut, et on a, bon, vous voyez ce support, cet oblique là. Donc si le marché nous met une belle avalanche baissière qui recasse un petit peu toute cette zone et avec un AUD qui se retrouve ici, bon ma foi, je repasse baissier sur l'AUD USD en revisant donc le bas de ce canal en rose, voire plus, c'est-à-dire je pense qu'ici il y aurait prise de bénéfice et on laisserait traîner un solde dans l'espoir que eh bien, finalement cette phase qui n'est peut-être qu'une phase de retracement finalement soit terminée et objectif de nouveau retour des prix vers la ligne médiane de notre canal baissier. Mais si c'est pas le cas, et qu'on devait donc casser finalement cette zone-là, la zone des 0,7737, qui fait actuellement résistance. Vous voyez, les niveaux Fibo qui traînent depuis longtemps agissent encore en tant que résistance. Et bien, si on devait repasser au-dessus et notamment de nouveau perturber, enfin casser cette résistance qui est là, eh bien, je pense qu'à ce moment-là, on serait, vous voyez ici, je pense qu'on aurait de nouveau une butée. Et bien là, je chercherai à acheter par exemple sur ce niveau-là, donc un retour sur le support pour aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc, soit on casse cette zone et je chercherai un achat en pullback, soit on a une avalanche baissière comme ceci, et puis écoutez, tout retracement de cette avalanche, pourquoi pas vers cette zone de résistance, m'intéresserait pour shorter avec un objectif bas de canal. En agissant de la sorte, eh bien ici, on aurait un stop qui serait là, à l'achat, et à la vente, on aurait un stop qui serait sur les derniers hauts. Donc on aurait en fait une idée de trading qui peut se transformer en plan avec du money management derrière. D'accord. Donc pour le moment, je suis bien désolé parce que c'est ce que je vous dis sur la USD depuis maintenant peut-être 2 semaines. Eh bien, pas encore grand chose à faire, quoi. Il faut attendre que le marché se décide. On est sous ces obliques, il faut les casser. Il faut que le marché ici sorte de ce nœud finalement, de ce réseau qui est ici, pour arriver à une décision. Donc d'un point de vue héliotiste, euh, honnêtement, quand je vois ce décompte, en fait, franchement, je suis quand même pas serein parce que il y a plusieurs façons de voir.
On a potentiellement eu ici un flat, c'est-à-dire une vague W, vous voyez, donc en trois temps, un 3, 3 et 5 temps. Donc ici, on a potentiellement eu en fait tout ça, c'est peut-être qu'une vague de retracement. D'accord? Donc ce décompte qui verrait un bas ici en vague C, ce serait pas le bon encore, puisque tout ça ce serait une vague 4 en fait. Avec derrière encore une vague 5 à venir. Donc j'ai un décompte héliotiste qui me dit ça c'est peut-être un flat, et là on a fait 1, 2, 3, 4, 5, et puis on fait une vague A, B et C pour partir, pour replonger derrière baissier. C'est une éventualité. Après, c'est vrai que bon, quand je regarde cette vague qui est ici, j'ai du mal à voir, c'est impossible de voir du 5 temps. Euh, Maintenant, on aurait pu avoir ici en fait une vague 4 un peu complexe qui se termine quelque part par ici, vous voyez, donc qui formerait une forme de triangle, vous voyez, comme ceci. Donc une sous-vague 4 en triangle et une vague 5 baissière. À ce moment-là, on aurait une vague 5 certainement tronquée, et du coup, impulsion 5 temps, 1, 2, 3, 4, 5, avec un retracement qui, je vous l'avoue, peut-être du 3 comme du 5 temps, et là on va partir en impulsion haussière. Donc, je vais être franc avec vous, le décompte héliotiste m'aide pas. J'ai deux scénarios antagonistes et je ne sais à l'heure actuelle pas décider. Donc, il nous reste les éléments chartistes, et les éléments chartistes, je viens de vous les évoquer. Alors, il y a quand même aussi un élément important, c'est ma vue en mensuel, que je vous ai déjà présenté sur les précédents webinaires et sur laquelle je ne vais pas revenir aujourd'hui, qui montre quand même que tout ça, c'est un socle de moyen terme. D'accord? C'est un gros support pour moi de moyen terme, même de long terme, et donc je ne suis pas surpris de voir qu'ici, c'est une zone qui est très dure. D'accord? Et qui explique un petit peu tous ces mouvements chevauchants, parce que le marché est peut-être en train de finalement d'accumuler de l'énergie. D'accord? Donc j'ai une analyse mensuelle qui me dit attention, il y a encore du potentiel à la hausse sur l'AUD, et c'est peut-être que le début, hein, et on peut peut-être aller beaucoup plus haut que ça. Donc je suis pas serein quant à vous donner un biais. Voilà. Je ne suis pas serein quant à vous donner un biais. Par contre, quand c'est comme ça, eh bien, il faut rester objectif. Et en toute objectivité, bah, écoutez, ce sont les deux plans que je viens de vous donner. On va attendre que le marché décide finalement. Nous, on est moi, je suis dans l'indécision. Eh bien, si le marché casse ses seuils, je serai déjà beaucoup moins indécis. Et donc, du coup, je passerai vraiment acheteur sur l'AUD. Par contre, si on casse cette zone de support, eh bien, ma foi, le seul plan, j'ai envie de dire, logique à ce stade, serait de reshorter un pullback sous la résistance. Ça a le mérite d'être simple et ça a le mérite d'être clair. Voilà. Alors, on va aller voir l'USD CAD. L'USD CAD qui n'est pas simple également. Donc c'est pas l'actif qui me, comment dire, qui, euh, qui est le plus évident pour moi. Voilà. Alors, le plan swing, vous le connaissiez. Mon plan swing, c'était fondamentalement d'espérer un retracement de l'USD4 vers les 1,3380, potentiellement même les 1,3560. Grosso modo, un retour des prix vers la ligne médiane donc, de ce canal. Donc cette zone-là, en plus ou moins assez large, mais espérer finalement que tout ce mouvement baissier qu'a connu donc l'USD4 depuis le début de l'année retrace sur un seuil acceptable pour rechercher activement un short sur cet actif. Alors pourquoi je dis ça? Parce que pour moi on a fait du 5 temps sur l'USD4. Donc ça c'était une première vague, une vague A, qui appelait une vague B haussière, ce qui était le cas. Et puis une vague C encore baissière qui devrait donc casser donc ce canal de régression, du moins réaliser des plus bas. Voilà. Euh, et donc on est parti dans un mouvement assez chevauchant que j'imaginais être un triangle, même si j'étais pas hyper serein. Et c'est vrai que je vous avais fait, entre guillemets, hein, quand je dis je vous ai fait acheter, c'est disons que je vous ai donné mon biais. Après je sais pas ce que vous avez fait, et puis encore une fois, hein, je suis pas là pour vous conseiller, je suis là pour vous éclairer sur la façon dont moi je vois le marché. En tout cas,
Moi j'avais dit qu'ici effectivement ce point E avec un stop sous le point C, ça avait du sens pour viser une cassure du triangle. Bon, ça a été le cas, c'est ce qui s'est passé, mais l'objectif n'a pas du tout été atteint. Donc bah, je pense que c'est pas un triangle, c'est quelque chose de différent. Donc je pense que ça, on peut l'enlever. Je dois vous dire que c'est pas du tout évident de comprendre ce que le marché nous fait. Donc il y a une possibilité éliotiste, c'est qu'ici on a fait une vague A, une vague B, une vague C, et que le marché reparte bullish pour aller rechercher donc un nouveau haut. Donc cette fourchette là, je l'enlève. Et donc du coup, vous voyez, on aurait finalement une vague de retracement en trois temps. Donc A, B et C. Et puis on peut imaginer à peu près la même amplitude pour la vague C que la vague A. Donc on aurait à ce moment-là une fourchette un petit peu de ce genre-là. Vous voyez, ici, donc nos deux premiers points pivots. Et donc le deuxième point pivot. Avec un retour des prix vers la ligne médiane donc, de cette fourchette d'Andrews, donc notre zone finalement de résistance. Maintenant, est-ce que c'est ce que le marché va faire? Franchement, je ne sais pas vous dire. Il y a une chose aussi qu'on pourrait noter, vous voyez, en termes d'objectifs, si le marché suit ce scénario, c'est reporter cette oblique, vous voyez, et là, on voit mieux la constitution d'un drapeau sur la partie basse de notre canal de régression. Et ça aurait du sens. Parce que finalement, c'est vrai que cette partie basse, eh bien, elle fait, quelque part, elle fait support. Hein, ce canal de régression qui est ici, qui m'avait permis de vous dire que là, on avait atteint un point haut. Vous voyez. Donc, on avait ici un report en bas. Alors, cette oblique-là, au départ, j'avais une vue hebdo. Donc on a également une médiane qui a fait qui a généré des contacts. Bon, tout ça n'est pas extrêmement propre, je vous l'accorde. On avait ici donc notre structure en flat. Quand on l'aligne vers les bas, on comprend pourquoi le marché a buté sur le haut. Tout ça, je vous l'avais déjà expliqué. On s'était donné un objectif de prix de retour par action-réaction vers la ligne médiane des cours. Ça a été fait. Et maintenant, bah, écoutez, le marché est peut-être bien en train de suivre cette oblique. On le saura également sur les prochaines sessions. Alors, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que si effectivement le marché trouve un support ici, ce qui pour l'instant est tout sauf certain, d'accord, parce qu'on a quand même un beau mouvement baissier, mais c'est vrai qu'on arrive sur une zone de support, d'accord. Donc, si le marché arrive sur cette zone et rebondit, eh bien, ma foi, l'AUD-USD pourrait bien baisser, d'accord. Donc, c'est pour ça que on arrive, pour moi, vous voyez, sur le dollar, il arrive bientôt aussi sur une zone de support. L'USD CAD arrive potentiellement sur une zone de support, l'AUD-USD sur une zone de résistance. L'euro, bon, est un peu moins clair pour moi, la livre peut faire un triangle. Donc on arrive finalement sur des zones un peu partout, j'ai envie de dire un peu critiques. Et, euh, et dans ce genre de situation, il est surtout urgent de ne pas se précipiter. Voilà. Et moi, c'est bien ce que je compte faire, c'est que je vais quand même attendre d'en savoir un petit peu plus là sur ces prochaines journées pour savoir si les zones de résistance ou de support évoquées donnent bien finalement une réaction sur le marché. Et si c'est le cas, eh bien ça veut dire qu'on aura plusieurs idées de trading qui vont se déclencher donc courant semaine prochaine ou la semaine d'après. D'accord. Donc bah, c'est ça aussi le trading, c'est savoir aussi prendre son mal en patience. Et quand on arrive sur des zones d'indécision, c'est d'attendre une réaction du marché pour vérifier que le marché voit bien notre zone en tant que telle. Et si on a nos seuils qui cassent, eh bien on a nos idées de trading qui s'enclenchent. Et ma foi, après on sait comment trader l'actif. Voilà. Alors, je voudrais également vous parler de l'USD Yen, hein, l'USD Yen qui est quand même pas simple. Donc l'USD Yen, si je vous en remets à ma dernière vidéo, hein, bon, j'ai toujours pas changé d'avis, hein, je suis un dur à cuire hein, quand même.
Euh, mais notez bien quand même ce que je vous ai dit, sur l'USD Yen, on est baissier jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, on a des arguments, j'ai émis un certain nombre d'arguments sur des vues moyen terme, que ce soit sur l'USD Yen, l'Euro Yen, la livre face au Yen, le CHF Yen, un certain nombre d'arguments qui montreraient qu'on a sur les zones de prix actuelles des supports importants. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va acheter l'actif cash? C'est pas évident parce que pour l'instant le stop est pas évident quoi. Bon, c'est vrai qu'ici on a eu un spike hein, qui montre que la zone des 99 a fait réagir, a montré des acheteurs. D'ailleurs, on a une belle impulsion, mais c'est une impulsion qui s'est faite en 3 temps. J'aurais vraiment préféré qu'elle se fasse en 5 temps, parce que si c'était du 5 temps, on aurait une vraie impulsion avec une autre impulsion à venir. Mais là, c'est du 3 temps. Et du 3 temps, ça reste du retracement. Donc, on peut avoir du 3-3-5, donc on peut avoir ici du 3, puis une belle vague 5, enfin une belle vague haussière. Euh, bon, bah ça, je l'espère. Mais le stop n'est pas évident parce que ce scénario-là pourrait fonctionner avec un marché qui viendrait rechercher le bas du canal et qui partirait après derrière. Et on aurait notre double bottom qui se serait constitué. Donc, est-ce que ce stop-là est suffisant? Malheureusement, je ne sais pas le dire. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, euh, dans ma dernière vidéo, je vous avais indiqué, regardez si dans des unités de temps H4, il n'y aurait pas des double bottom qui pourraient survenir, qui pourraient faire l'objet donc de trading. Vous voyez, si par exemple ici cette structure-là devait céder par le haut, ma foi, on commencerait à avoir des arguments parce que ici, bon, on a une oblique hein, qui passe par là. Il faudrait déjà casser cette oblique. Bon, tant qu'on est sous cette oblique, bah, ma foi, c'est difficile d'acheter. D'accord. Par contre, si on casse cette oblique de cette façon-ci, pourquoi pas même franchir des zones de support, des zones de résistance, hein. Et puis après, donc venir rechercher euh, l'oblique, ou pourquoi pas s'arrêter même ici, ce qui serait mieux, puisque là on retrouverait notre support. Bon bah là, ça veut dire que on aurait déjà plus d'arguments pour nous dire que là maintenant le marché est peut-être en train finalement de vraiment de rebondir. Parce qu'on aurait quand même cassé une oblique baissière et des zones de résistance. Notamment cette zone de résistance que forment les 180. Auquel cas, eh bien, on peut avoir maintenant une stratégie d'achat sur retracement avec un stop qui deviendrait maintenant bah, le dernier bas. D'accord. Et viser du coup, pourquoi pas, une structure qui serait ici un bottom et un potentiellement bottom. Donc on aurait peut-être le début, les prémices en fait, d'une structure chartiste montrant deux bottoms et pour lequel finalement on aurait une entrée très précoce avec vraiment beaucoup de potentiel. Et c'est ce que je veux surtout montrer au travers de cette analyse, c'est que ici, tant qu'on est sous cette oblique, c'est dur d'acheter, mais quand on va la casser, le reward sera pour vraiment, je pense, hein, pour rechercher des achats. En termes de vente, de toute façon, on est arrivé sur les retracements 50% de toute cette baisse hein, qu'a connu donc l'USD face au yen. On est plutôt sur la partie basse du canal. Vous voyez qu'en termes de potentiel, c'est pas évident parce qu'ici notre stop il est où? Tant qu'à choisir, je préférais vraiment, vous voyez, qu'on reparte au-dessus. Honnêtement, pourquoi pas même ici, hein, casser cette zone de résistance qui est ici, et puis revenir après la rechercher, donc rechercher le support. Et là, je pense qu'on pourrait quand même rechercher les achats. Pourquoi? Parce qu'on aurait un stop relativement précis et petit, alors que le potentiel, ça serait de jouer une structure de retournement donc en double bottom. Donc on n'y est pas encore, puisqu'il y a cette oblique-là à casser, et puis après il y en aura d'autres, hein. Après, pour casser le double bottom, il y aura celle-là. Donc de toute façon, même si après vous êtes dans des stratégies à l'achat, si le marché suit cette trajectoire, de toute façon ici il y aura des prises de bénéfices obligées, parce que là vous allez vite vous retrouver sous des résistances chartistes, les 103,70, avec une oblique derrière, et puis notre ligne médiane, bref, un nœud de résistance.
mais on laisserait un solde, parce que si le marché vient à casser ça, bah, c'est direction haut du canal, les 109, et avec un stop qui, alors bien entendu, hein, c'est de la simulation, hein, je ne sais pas si le marché va faire ça, mais un stop de 123 pips pour aller rechercher 882, on est plutôt pas mal en termes de risk reward. Voilà, donc ça c'est ce que je veux montrer. Pour le moment, c'est dur de chercher à se positionner encore. J'émets un risque haussier, c'est-à-dire que si vous étiez vendeur de l'USD Yen, prenez quand même conscience qu'on est sur une zone de support, hein, quand même, hein, c'est quand même un support de long terme, hein, de moyen terme, qu'on est plutôt sur une partie basse de canal. Bon, si le marché devait maintenant est sur les 50% de retracement, alors après c'est sûr, hein, il peut aller rechercher les 95, hein. Ça serait le retracement 61,8 et de nouveau un support. Et c'est vrai que si le marché revient chercher donc les 95, je vais quand même essayer vraiment, pour le coup, essayer vraiment de rechercher activement un achat. En tout cas, les 50%, c'est également un support. Partie basse de canal, support chartiste. Ma foi, on va voir comment également les prochaines journées vont se comporter, mais prenez conscience donc de ces supports. Alors, je vous ai parlé de l'euro, de la livre, je vous ai parlé de l'AUD, de l'USD CAD, de l'USD Yen. Bon bah très bien, alors on va parler un petit peu des indices. On va parler du SP. Alors, où en est-on sur le SP? Bah écoutez, on a simplement cette fourchette d'Andrews. Alors moi je suis toujours sur une vague 3 hein, en déploiement. Euh, J'aimerais bien que mon objectif soit tenu. En tout cas, pour le moment, on a quand même un gros blocage sur le SP500. Donc ce blocage, en fait, il vient, je pense, hein, de cette ligne médiane qui est ici, donc de cette fourchette d'Andrews hein, d'ordre supérieur. Le marché, il est revenu, il est venu chercher également cette médiane-ci, et donc bon bah là, on avait un double blocage. Et donc du coup, bah, le marché fait une latéralisation un peu bizarre. Et c'est vrai que c'est pas le plus simple à trader, ça je vous l'accorde. Alors, je vous ai mis une mini MLH de cette fourchette d'Andrews. Et donc, bah écoutez, le marché nous a fait une pin bar sur cette mini MLH qui agit en tant que support. Maintenant, c'est vrai que il y a plusieurs décomptes possibles. Un premier décompte verrait ici une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, et on aurait terminé la vague 5 ici. Bon bah si c'est le cas, ça veut dire que on va retracer, on peut retracer jusqu'à 50% de toute cette amplitude. D'accord? Donc ça veut dire que bah écoutez, ici on aura un mouvement baissier pour après repartir et donc faire notre grande vague 3 finalement, puisque ça ce serait qu'une vague 1. Donc vague 1, vague 2 et vague 3. Euh, on peut aussi avoir un autre scénario qui nous donnerait une diagonale un peu terminale pour cette vague 5. Donc ça, c'est pas, bon, bah, c'est pas impossible. Auquel cas, ça veut dire que le SP va un petit peu latéraliser à l'intérieur un petit peu d'un canal un peu bizarre. En tout cas, pour l'instant, on voit une oblique qui capte hein, les cours par le haut et qui fait office de résistance dynamique. Donc c'est un scénario possible. Et puis, bah, on n'est quand même pas à l'abri d'une bonne surprise et que finalement, vous voyez ce support, hein, ici on est quand même sur un support. Vous voyez donc les 2176, bien que ce support finalement fasse son travail avec extraction des cours par le haut, et on est parti finalement pour une belle vague 5 encore en impulsion qui pourrait les rechercher donc par report d'amplitude donc nos 2275. Bon, je ne sais pas dire lequel des scénarios il faut privilégier pour le moment parce que c'est vrai qu'on n'a pas un mouvement qui est franc. J'ai envie de dire quand même pour le moment, en regardant la bougie d'hier, eh bien pour l'instant, les bullish n'ont pas perdu la main. On est sur support, on a une réaction des supports, donc on est sur un marché qui reste haussier jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Si on devait franchir cette mini MLH, bon bah je pense qu'on irait rechercher le bas de ce canal qui est ici, et puis ma foi on pourrait avoir un mouvement comme ça, donc avec une vague finalement 5, voyez, qui pourrait être donc de ce genre là. Alors excusez-moi. Maintenant ça peut être aussi
une vague A, B et C, donc un running flat, avec derrière finalement une vague 4 qui serait ici, et une belle vague 5 à venir derrière. Tous les scénarios sont possibles, encore. J'ai pas assez d'éléments pour vous dire que la vague 5 est terminée. Ici, on peut encore avoir une structure un peu métamorphe qui nous donnerait donc encore des scénarios bullish à venir sur des phases de retracement. Mais en tout cas, il y a quand même des choses qui se dégagent. C'est que au-delà du décompte, on est quand même, vous voyez ici, on a quand même une zone de support qui réagit. On a cette oblique qui est là. Et donc, si on se met dans une unité un peu plus court terme, ça peut donner, vous voyez, sur une structure un peu en porte-voie. D'accord? C'est-à-dire un support qui bloque les cours par le bas, une oblique qui bloque les cours par le haut, et donc un porte-voie, et ça, en général, ça demande une extraction par le haut. D'accord? Donc, ma foi, pour l'instant, c'est pour ça que je vous dis que rien ne me dit que les acheteurs ont perdu la main, bien au contraire. Et, et quand bien même, s'ils devaient céder ici, on aurait de nouveau ici une zone de support, donc les 2166, avec un beau report d'oblique sur les bas, et donc là, de nouveau potentiellement, un achat possible. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Que c'est pas possible de vendre le SP encore. Voilà. Je sais que bon, quand on a un actif qui a connu une hausse comme celle-ci, on aimerait bien qu'il entame une phase de retracement pour essayer de l'acheter à meilleur prix, mais bon bah pour l'instant il faiblit pas. Voilà. Il latéralise, il a du mal à passer, mais il y a encore des soutiens actuellement sur le niveau de prix actuel, et voire même un peu plus bas. Et puis si jamais il devait aller encore plus bas, voyez, eh bien il rencontrerait aussi encore une oblique haussière. Donc tant que de toute façon on est là-dedans, on est sur un trend dossier et c'est chaud de le vendre, quoi. Voilà, je pense qu'il faut mieux rester encore et privilégier des stratégies acheteuses que des stratégies vendeuses sur la base qu'effectivement on a du mal, parce que c'est vrai qu'il y a des divergences qui sont apparues sur les oscillateurs. Donc ça montre que le marché est en train de s'essouffler, mais ça peut être aussi une prise d'énergie pour repartir très bullish après. Donc voilà, donc moi je suis pas encore vendeur du tout sur le SP. Euh, on est prudent, c'est sûr que c'est pas évident à cause de cette oblique. C'est pas évident de trouver des plans avec des bons rewards, je vous l'accorde. C'est vrai qu'on préférait à la rigueur, moi je préférais qu'ils reviennent là, sur les 2164, puisque là bon on aurait un petit stop ici éventuellement, et puis on pourrait rechercher au moins dans un premier temps le haut du canal, donc de court terme. C'est un plan qui offrirait du reward. Voyez, bon là à l'heure actuelle, l'acheter sur la base de cette bougie, c'est pas évident parce qu'on va vite être bloqué par-dessus. Bon, maintenant on peut le transpercer. C'est pas simple. C'est pas simple, je vous l'accorde. Alors, on va voir ensemble maintenant le DAX en journalier, qui lui a entamé donc un retracement plus profond, donc il sous-performe. Bon, sur le DAX, moi je vous le dis, j'aimerais bien qu'il retrace encore un peu, même si je suis pas sûr qu'il va retracer encore, mais j'aimerais bien qu'il retrace jusque cette zone-ci, donc les 10 400 à peu près. Pourquoi? Parce que les 10 400, c'est une belle zone de pullback de ce canal donc baissier qu'on avait, c'est ce zigzag, cet ABC. Donc on a une belle oblique ici qui apporterait donc un soutien au cours, et ce serait également le bas donc d'un canal de régression par anticipation. Voilà. Et si vous regardez bien, c'est également, vous voyez, tout ça, c'est une zone de support. Bon, je vais enlever ça, puisque ça c'était anciennement une zone de résistance. Et maintenant, je vais vous la mettre comme ceci. Vous voyez, toute cette zone-ci, là, tout ça, c'est du support. Donc, c'est la raison pour laquelle j'aimerais bien que le DAX retrace un peu plus bas. D'ailleurs, si le DAX devait retracer un peu plus bas, ça veut dire que le SP, lui, irait rechercher ça. D'accord? Et donc, dans les deux cas de figure, une recherche d'achat derrière pour continuer à rechercher des plus hauts sur les indices. Ce qui a bloqué le DAX, c'est la ligne médiane, un petit peu comme sur le SP, la ligne médiane de cette fourchette d'Ambrose. D'accord?
Donc c'est des prises de bénéfices normales, hein. Quand le marché, vous voyez ici, on avait une fourchette qui était validée finalement cette structure, hein, en 1, 2, 3 reversal, j'ai envie de dire. Donc le marché a retesté le bas de la fourchette, donc la validant, on avait un contact intéressant ici, et donc cette oblique maintenant fait résistance. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va pas faire un plus haut? C'est pas ce que je dis du tout. Je dis que c'est normal qu'ici ça résiste, mais on peut retrouver un soutien pour aller rechercher de nouveau des plus hauts. Voyez. Et à ce moment-là, si ça devait être le cas, je pense qu'on arriverait à ce moment-là sur un haut de vague 5, et du coup là on pourrait avoir un retracement un peu plus important. D'accord. Bon, on n'y est pas encore. En tout cas, si le DAX devait retracer un petit peu, pour remonter, ça veut dire qu'effectivement l'euro USD lui pourrait monter encore un peu avant de finalement retracer, puisqu'on a un euro qui est d'une manière générale inversement corrélé avec le DAX. Alors on va terminer, si vous voulez bien, avec les matières premières. Donc on va commencer par le cuivre, donc je vais aller rapidement sur les matières premières. Bon, le cuivre, je suis sur un scénario en triangle maintenant. Simplement parce que cette structure que j'imaginais une vague en 5 temps, 1, 2, 3, 4, 5, vous le savez, je l'ai invalidé. Je pense maintenant qu'on est en train de latéraliser, et que plus on va latéraliser, plus il y a un risque que cette latéralisation coïncide, vous voyez, avec un canal de régression que je vais mettre en pointillé, qui pourrait trouver donc écho sur sa partie supérieure. Donc si c'était le cas, on aurait un triangle qui coïncide avec un haut de canal potentiel. Eh bien, ma foi, c'est pas terrible. Ça veut dire que ici, les seuls plans possibles, ce serait d'essayer de shorter le cuivre. Donc si le cuivre devait faire quelque chose comme ceci, vous voyez, je vais mettre volontairement la vague loin. Si on devait avoir une vague D comme ça, donc une vague A, B, C, D, E, vous voyez là, quelque part par là, bon là, la coïncidence entre cette oblique supérieure avec un triangle qui montre donc 5 vagues et le haut de ce canal, avec des réactions sur la ligne médiane, eh bien, ma foi, je serais plutôt enclin à rechercher des plans vendeurs. D'accord. Bon, en même temps, c'est pas évident, parce que on est quand même sur un canal de régression d'ordre supérieur qui lui appelle quand même des cours à aller rechercher sa ligne médiane également, avec des réactions très nettes. Donc, pas simple. On peut néanmoins avoir ce genre de choses. Donc une vague 3, une vague 4, un marché ici qui bute pour aller rechercher la ligne médiane, pour après aller rechercher cette oblique. On pourrait avoir ce genre de trajectoire, donc avec une vague 4, une vague 5 tronquée, et puis après on passerait vraiment bullish sur le cuivre, donc sur au moins les 2 prochaines années. Mais pour l'instant, force est de constater que ça, c'est quand même une structure pour le moins chevauchante, et que bien je privilégie pour le moment, même si rien n'est encore gagné, je privilégie un scénario en triangle. Voilà. On va regarder le gaz naturel. Le gaz naturel, sur mon dernier article, je vous avais dit qu'il est arrivé sur un support croisé. Alors excusez-moi, je suis en train de perdre ma voix, mais c'est parce que je sors d'un gros rhume qui n'est pas tout à fait soigné, et donc pas évident pour moi. Donc vous voyez ici, on avait notre double bottom, aligné sur la ligne médiane, réaction basse, ligne médiane, on est arrivé de nouveau sur la partie basse. Est-ce qu'on est en train de faire un zigzag, donc on a B et C? Ma foi, c'est bien possible, avec une extraction des cours à venir, et toujours mon objectif de, on va dire, swing des 3,21. Donc pour être sûr, il faudrait casser cette oblique qui est là, et donc on aurait bien ce qu'on appelle un drapeau de continuation haussière. Donc ici, il faut casser ça, et si on casse, eh bien, on reste bullish sur notre actif, avec toujours nos 3,21 en ligne de mire. Alors, c'est pas gagné, évidemment, mais bon, écoutez, pour l'instant, la tendance reste haussière. Ça, c'est assez chevauchant. On a une belle impulsion. Pour moi, c'est le signe d'une vague 3. On est en train de faire une vague 4. On est en train de refranchir, vous voyez, cette résistance qui est ici, en clôture journalière. Bon, c'est le signe que des acheteurs sont de nouveau en train de se manifester. On aura validation si le marché casse ça.
Donc qu'est-ce qui serait bien pour nous? Eh bien, c'est que le marché casse cette résistance qui est ici, revienne chercher un pullback, et à ce moment-là, on achète pour aller chercher donc les plus hauts, avec un stop qu'on pourrait positionner sous les 2,6, voire sous le dernier bas. Alors, je vais vous parler du Brent. Comme ça, on aura vu tous les actifs. Hein. Il ne restera plus que les métaux précieux. Donc, le Brent. Alors, le Brent, eh bien, quelle force! Je vous avais dit que j'avais un biais baissier sur le Brent quand j'ai vu cette structure. J'espérais qu'il aille rechercher les 40 pour rechercher donc des achats. Et il n'a pas été les rechercher, et il est parti comme une fusée. Donc, ben, moi, je suis pas dedans. J'étais pas vendeur sur Lucas Oil. J'avais émis un risque baissier ici, vous savez pourquoi? Parce que nous étions sur la ligne médiane de ce beau canal de régression. Donc, prise de bénéfice tout à fait logique. Mais bah, j'espérais un peu plus qu'un retracement 38,2 à dire vrai. J'espérais un retracement au moins 50%, voire 61,8 pour repasser à l'achat. Alors, est-ce que c'est foutu? Est-ce que là, on va tout casser par le haut? C'est une possibilité. En tout cas, je vous ai mis une fourchette ici, dont je ne sais absolument pas si elle va être respectée. Bon, il y a des interactions sur la ligne médiane quand même. Donc là, je pense pas que pour le moment on peut pas vendre hein, ce seuil-là, c'est trop difficile de vendre ça. On est en tendance haussière avec une belle impulsion, donc ma foi, vendre là, ça serait vraiment chaud bouillant. Mais si jamais on voit des bougies rouges apparaître sur les prochaines sessions, eh bien ça veut dire que le marché ira au moins, je pense, rechercher la ligne médiane. D'accord. Après, éventuellement pour repartir, donc ça veut dire qu'on aurait fait la vague 1 de la vague 3. Mais là, pour le moment, je vois que du 1, 2 et 3 temps. Donc, il y a une possibilité non nulle que le marché, finalement, revienne chercher quelque chose plus bas. Tant qu'on reste sur du 3 temps, ça peut être encore correctif. Et donc, on peut encore avoir un scénario, finalement, en zigzag. Vous voyez, donc une vague A, une vague B, et puis une vague C, qui pourrait porter les cours, par exemple, ici. Et si on devait avoir un scénario comme celui-là, donc je ne sais pas du tout, hein, pour l'instant, attendez, hein, je ne vous dis pas qu'il faut vendre ça, pas du tout. Hein. Je mets un point d'interrogation. Je dis qu'ici, potentiellement, le marché peut avoir une résistance par construction. Mais c'est beaucoup trop tôt encore pour le dire. Si je vois ici une formation de structure de retournement, je dirais que oui, la probabilité qu'on vienne rechercher la médiane devient vraiment intéressante. Et donc je pourrais proposer, j'ai envie de dire, des plans vendeurs court terme dans des unités inférieures. Pour le moment, impossible de vendre ici. Tant qu'on n'a pas une réaction, on va dire, évidente que le marché voit le haut de cette fourchette possible. Mais si jamais ça devait être le cas, bah ici on aurait de nouveau un point d'interrogation, parce que la ligne médiane peut servir de support et on repart, mais on pourrait aussi aller plus bas. Et là, si on devait y aller, pour le coup, là maintenant je rechercherais très activement des achats. Parce que c'est vrai que ça serait une belle zone, ça serait les 50% de retracement, ça serait le bas de ce canal de régression, donc pour le coup, on serait aussi sur des zones un peu de support. Donc pour le coup, c'est vrai qu'ici, je serais tenté pour rechercher finalement ce qui pourrait être le bas d'une deuxième épaule. Vous voyez, ici, on aurait cet oblique qui est là. Et donc, la ligne de coup à franchir. Et on retrouverait... Voilà, pardon. Et on retrouverait... Bon, ok, je vais faire comme ça. Et on retrouverait le bas de notre deuxième épaule, ici. Et on retrouve donc une jolie épaule, tête, épaule. D'accord. Avec, vous imaginez un petit peu l'amplitude derrière à chercher, puisque on prendrait, on aurait toute l'amplitude de la tête. Hein. Donc il y aurait beaucoup à aller, il y aurait beaucoup à espérer sur le pétrole derrière. C'est-à-dire que le pétrole repartirait vers quand même des prix assez hauts. Maintenant, bon, je ne sais pas à vous dire si le marché va suivre cette trajectoire. En tout cas, bon, il arrive sous cette oblique qui va faire de nouveau résistance. On a potentiellement ce haut de cette fourchette d'Andrews qui est à prendre vraiment à des pincettes. Pour le moment, elle n'est absolument pas validée. Mais si on a des réactions, eh bien, ça pourrait, moi, me donner des idées pour la suite.
Voilà, et j'ai ma voix qui est en train de s'éteindre définitivement pour ce soir. Donc je vais conclure avec l'argent. L'argent est dans un faisceau d'obliques. Si vous regardez le market flow ici, pour moi, il est assez évident. On avait un bel angle de marché. Cet oblique reporté sur les sommets nous donne une résistance sur le seuil actuel. C'est également la ligne médiane de cette fourchette d'Andrews. On est donc dans un point d'énergie baissier. Donc ici, en plus, quand on voit le niveau Fibo atteint par cette structure en double bottom, c'est une résistance. Donc là, je ne serais pas surpris que ça, eh bien, ça pète par le bas. Maintenant, si on est en train de faire un range, c'est qu'il y a une incertitude. Donc, deux plans. Soit le range casse par le haut, et ma foi, ça veut dire qu'on va s'extraire de toutes ces résistances qui sont là. Donc si on casse par le haut, eh bien, on est bullish. Si on casse par le bas, on est bullish, on est bearish, pour aller rechercher cette zone. Et ici, moi, je serai acheteur. Vous voyez? Donc, potentiellement vendeur si on casse ça, mais c'est pas simple parce qu'on a très vite un support. Donc, les plans de vente sont vraiment pas évidents. Donc, si le range casse par le bas, bon, bah, je pense qu'il y a quand même un biais baissier, mais attention à ce support qui est ici. Vous voyez, d'ailleurs, c'est une zone de support, hein. Puisque si je prends toute la mèche, vous voyez, pas évident, hein. Donc ici, on pourrait très bien casser et repartir. Vous voyez, pas évident de shorter. Et je vous le dis, c'est pas évident. En tout cas, il y a un risque baissier. Voilà. Et si ce risque baissier devait se matérialiser avec un marché qui reviendrait sur cette zone-là, bah écoutez, on aurait fait une vague 1, 2, 3, 4 et 5, avec un niveau de retracement qui deviendrait sympathique, puisqu'à ce moment-là, ça nous donnerait 61,8 de retracement. Et bien, ma foi, ce serait intéressant pour repartir en vague 3. Donc là, je chercherai très activement des achats. Ou alors, bah, on casse par le haut. Et puis voilà, je pense qu'il faut avoir des stratégies de breakout, tout simplement, avec un stop sous le range. Et puis on vise, bah écoutez, pourquoi pas le haut de la fourchette d'Andrews. Tout simplement. En tout cas, au moins ces niveaux de résistance qui sont là et qui peuvent venir bloquer les cours. Donc les 24-18. Sur l'or, on a un scénario à peu près équivalent. C'est-à-dire que on est en haut de canal haussier, on est en train de latéraliser, donc c'est un range, ça peut donner un triangle, un petit peu comme sur l'argent. J'ai pas envie de l'acheter là, parce qu'on est trop haut maintenant, mais s'il vient retracer sur le bas de ce canal, qui est une proposition de canal de régression, qui aurait été aligné sur les hauts, donc c'est la raison pour laquelle je vais vous le mettre en pointillé. Mais ma foi, si le marché devait les rechercher ça, eh bien on serait en pullback également, vous voyez, de ce beau canal donc baissier. On retrouve d'ailleurs une structure un petit peu analogue, hein, sur le cuivre, mais vous voyez, donc un canal qui était très baissier, mais avec un or, donc le métal précieux qui a énormément superformé le cuivre. C'est pour ça que j'étais surpris quand même de voir que le cuivre était un petit peu lent, lui, à s'enclencher, mais ça peut se comprendre parce que le cuivre est un métal beaucoup plus industriel que ne l'est l'or, et que bah, avec une économie qui est un peu au ralenti, et donc forcément une industrie au ralenti, eh bien le cuivre est beaucoup moins demandé. Or, toutes les structures qui avaient été investies pour extraire le cuivre, eh bien, ces structures sont maintenant en surproduction, et c'est ce qui explique que le cuivre, eh bien, a beaucoup de mal. Alors que l'or, bon, bah, c'est aussi une valeur refuge, et qui donc peut être recherchée par les investisseurs dans ces phases un peu mouvementées. Donc voilà, donc pareil sur l'or, j'aimerais bien un retracement, ça ne veut pas dire que je veux le vendre là, parce que franchement le vendre là, c'est se mettre contre tendance, et puis c'est pas le plan. Mais s'il retrace sur des zones intéressantes, donc pourquoi pas ce bas de canal, eh bien ça peut nous donner des opportunités. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc vous voyez quand même pas mal d'actifs qui arrivent sur des zones, on va dire, un peu sensibles. Donc c'est la raison pour laquelle moi je suis pour le moment un peu en dehors du marché sur la plupart de ces actifs. Je vais attendre de voir ces prochaines journées, donc j'espère que ça se débloquera courant semaine prochaine, milieu ou début de semaine en 8. En tout cas, sur les horizons journaliers, hein, j'entends,
euh, des seuils euh, pour lesquels on attend donc une décision de la part du marché. Et, et pour l'heure, bah, je vous conseille davantage donc des positions court terme, donc sur les actifs que je vous ai donnés, plutôt des positions donc court terme avec des prises de bénéfices rapides. Éventuellement transformer vos positions intraday en des positions swing si vous avez le money management pour ça, parce qu'on arrive sur des seuils, mais pour l'instant, encore une fois, ça risque d'être un peu tricky à trader euh, tant que tant qu'on n'aura pas une décision donc sur ces différents niveaux de support et de résistance que j'ai pu vous montrer au travers de tous ces actifs. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous avez, vous, la pleine forme. En tout cas, je suis content de mon côté de voir quand même que ça s'arrange un peu, parce que je peux vous dire qu'en début de semaine, c'était très très compliqué. Mais comptez quand même sur moi pour continuer à vous produire mes articles au quotidien. Même en mes formes, je continuerai d'être présent pour vous et évidemment pour DailyFX. Voilà, je vous remercie tous. Je vous souhaite donc écoutez, le meilleur. En tout cas, soyez prudents. Et je vous dis à demain pour un prochain article et mercredi prochain pour un prochain webinaire. Merci à tous.